Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Alors, bienvenue dans Univers créatif. Aujourd'hui, on change un peu la donne. On va faire une série de 2 émissions sur l'équipe de production du Théâtre des bâtisseurs de montagne qui prépare présentement la production pour l'été 2022. Alors, on aura l'occasion de rencontrer le metteur en scène, le scénographe et l'équipe de comédiens et de comédiennes de la pièce Dentelle et Diesel. Alors, bonne émission tout le monde. Dans l'univers créatif, on a rencontré des comédiens et des comédiennes. Là, on va aller dans le haut de la pyramide. On va aller rencontrer le metteur en scène, Louis Côté. Enchanté. Enchanté. Enchanté, merci d'être là. Écoute, le but de l'émission, c'est d'un peu de comprendre tous les processus de création qui sont associés à un projet. Là, on parle de théâtre d'été. Ouais. La première étape, dans le fond, quand on accepte de faire une mise en scène, est-ce qu'on te propose le texte ou tu avais déjà des idées en tête, puis comment ça se passe? Je pense que les deux sont possibles. Fait que parfois, le metteur en scène va être approché pour l'exploration puis dans le choix du texte. Dans le cas-ci, le texte était choisi dans le contexte de la pandémie là, depuis un certain temps. Fait qu'on m'a proposé la mise en scène avec le texte qui était déjà choisi. Mise en scène de théâtre d'été. Donc, moi, je t'ai vu sur les planches du théâtre d'été il y a quelques années. Est-ce que c'est une première mise en scène en théâtre d'été? Non, c'est ma deuxième, en fait. J'avais monté un projet aussi à Sherbrooke avec une troupe qui s'appelle La Petite Réplique. Là. Fait qu'on avait monté un projet de théâtre d'été. Ouais. Ma question au metteur en scène, donc, le travail qui doit être accompli avant de rencontrer, par exemple, la première fois les comédiens ou les comédiennes, ou comment on choisit les comédiens et comédiennes, là, mais tout ton travail, donc, avant la rencontre avec ton équipe, est-ce qu'il y a de la recherche à faire? Est-ce qu'il y a de l'analyse de texte? Comment on procède? C'est vraiment un travail d'appropriation. Fait que moi, de la manière... Bien là, encore ici, il y avait de quoi de particulier à savoir que l'équipe était déjà constituée. Donc, Okay. L'équipe de comédiens était là. Par contre, bien, quand j'ai vu les gens qui étaient là, ça me donnait encore plus le goût d'être le metteur en scène de ce spectacle-là. Dans un premier temps, moi, je cherche à m'immerger vraiment là, dans le texte. Donc, je vais lire le texte en continu, en petites parties, en laissant déposer, tout ça pour vraiment développer une vision globale de l'histoire. C'est quoi la trame? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Puis c'est comme ça, ben en fait, j'ai comme préparé mes rencontres avec les comédiens. Je voulais les rencontrer une première fois individuellement, Okay. pour qu'on se connaisse un peu, parce qu'il y en a certains que je connaissais plus, d'autres un peu moins. Puis pour un peu parler de notre vision, puis de qu'est-ce que vous avez comme attente, puis présenter ma vision aussi un peu de c'est quoi la mise en scène. Puis là, ben, à la lumière de ça, on révise encore le texte, on continue à l'approfondir, puis je présente aux comédiens. Pour ma part, je vois beaucoup le metteur en scène comme étant le gardien de l'histoire. Okay. Fait que le comédien va explorer son personnage, puis il va nous amener vers des choses. Puis c'est le metteur en scène dans mon esprit qui est comme toujours, qui a la trame, puis qui doit ramener le comédien et dire, ben écoute, qu'est-ce qu'il a vécu qui l'a amené là? Ou cette discussion-là, moi je pense qu'elle s'est produite, c'est pas explicite dans le texte, mais c'est pas la première fois que ces deux personnages-là parlent de ça. Puis là, ben il faut que ça transpire de ce moment-là, tu sais. Fait que il y a donc un travail de préparation, de vision globale. J'aime beaucoup aussi préparer une mise en place de base. Donc, j'arrive vraiment avec des propositions de déplacement, une réflexion sur les intentions aussi dans chacune des répliques, là. Qui ne met pas de côté la part du comédien. Au contraire, là, j'aime beaucoup ça, être nourri de ce que le comédien va avoir à proposer à la lumière de ça. Mais dans un premier temps, comme je vois un peu comme un chef d'orchestre, fait que moi, je dois arriver avec une vision, puis partager cette vision-là. Puis c'est vraiment avec... ce contact-là entre les propositions du metteur en scène puis le travail du comédien sur son personnage qu'on va co-construire l'histoire.
Puis au niveau du texte, donc c'est un texte qui était déjà écrit, qui a déjà été joué. Est-ce que l'adaptation d'un texte, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable en théâtre en général ou au théâtre d'été? J'imagine que vous avez à demander des droits pour jouer des textes comme ça. Oui. Quelle est la latitude d'un metteur en scène sur, je dirais, justement un peu d'une touche personnalisée, que ce soit par rapport à la région en tant que telle, changer un nom de ville? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est quelque chose qui est possible, mais il faut contacter l'auteur. Il OK. faut l'informer, puis demander, dire est-ce qu'on peut changer OK. tel élément, tel élément. Après les premières lectures, on a des idées qui ont émergé en lien avec des situations plus particulières du coin, ou parfois les comédiens aussi vont être transportés ou vont avoir l'impression, il me semble que je le phraserai un petit peu plus comme ça, ou parfois on peut lire une réplique puis pas être certain de l'intention de l'auteur, tu sais, qu'est-ce que l'auteur voulait passer, puis là, on comprend pas. Fait qu'on fait des propositions, puis on envoie ça à l'auteur pour lui demander s'il est d'accord là, avec ces changements-là. Il y a aussi, dans le jeu des acteurs, à un moment donné, dans la mise en bouche, parfois, tu sais, là, il y a des modifications qui s'opèrent, puis que je dirais que même nous, on s'en rend plus compte après un certain temps, là, une fois qu'on se détache de plus en plus du texte papier, là, des répétitions, là. Mais c'est quelque chose qui est acceptable, qui est toléré, Bien, ce qui est acceptable, mais évidemment, dans une perspective de respect des droits d'auteur, c'est important de contacter l'auteur, puis de l'informer, puis de lui demander est-ce que c'est possible d'aller vers là. Il y a des choses, des fois, qui sont mineures. Je donne un exemple du texte de cette année en lien avec des dates. Le texte a été écrit il y a une quinzaine d'années, puis là, on fait référence à des dates dans l'histoire, à des années. Bien là, si on veut que l'histoire se passe en 2022, bien, il faut absolument jouer sur les dates, puis là, bien, on informe l'auteur, mais ça n'a pas le même... ça n'a pas la même incidence, c'est ça. Mais quand on veut vraiment modifier quelque chose, soit qui change un peu la trame ou qui amène un élément un peu différent, bien là, c'est vraiment important de le demander, puis d'informer. Oui. Dans ton travail de lecture, le regard du metteur en scène qui lit le texte, est-ce que tu ris des blagues? Parce qu'évidemment, on parle de théâtre d'été, il y a quand même beaucoup d'humour, tout ça. Est-ce que dans la lecture, ton travail de metteur en scène, c'est aussi de créer un peu ces attentes-là. Donc, le punch doit arriver, doit être livré en fonction de toi, ta réaction personnelle au texte? Bien, je dirais que je pense qu'on est fortement imprégné de notre rapport au texte, mais il faut avoir en tête aussi les personnes qui vont en faire l'écoute. Puis des fois, c'est de transposer les images qu'on développe. Je pense, entre autres, avec Myriam, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer avant, c'est sûr que quand tu lis le texte, que tu découvres le personnage et que tu connais bien l'actrice ou l'acteur qui va le rendre, il y a des choses, il y a des images et des manières de faire qui se fixent assez rapidement. Là, puis tu dis, je vais la diriger vers là parce que je sais qu'elle peut avoir tel genre d'intention, tel genre d'expression. Tu sais. Mais je pense que oui, il y a des choses qui nous font rire. Tu sais, puis quand Yves m'a proposé le texte, puis que j'en ai fait la lecture, je trouvais que c'était un texte qui était articulé, qui était riche, puis qui avait beaucoup de potentiel de rire, à la fois dans les répliques, tu sais, que dans les personnages, aussi les couleurs des personnages et les situations qui allaient être développées. Mais je pense qu'il faut faire attention pour ne pas se limiter juste à nous, notre regard. C'est important qu'il nous fasse rire, là. Mais à un moment donné, on va aussi le travailler dans une perspective de qu'est-ce qui va faire rire, là, au-delà de ce qui me fait rire plus personnellement. C'est un travail, en fait, pour le public. Hein? Tout à fait, tout à fait. On pense toujours. On souhaite vraiment le partager, ce moment-là, avec eux autres. Puis c'est sûr qu'on souhaite les rire, là. C'est la paye, là. Mais on a donc... Bien, tu sais, on est un bon public aussi. Puis on en a vu du théâtre et on en a joué. Fait que en général, ça nous donne des bonnes indications. Mais je suis quand même toujours un peu surpris. Parfois, il y a certaines répliques là, qu'on se dit... la dernière fois, j'ai joué, entre autres, il y avait 2 ou 3 répliques que j'ai ça, c'est comme des punchs assurés, il me semble. Là. Puis moi, je la ris là, en amont. Là, tu sais, j'ai bien du fun. Puis on arrive, une fois rendu, ça lève pas. Puis là, tu te dis, ben, c'est correct, c'était le premier soir. Puis ça rit à plein d'autres places. Fait que là, c'est pas grave. Il y en a une qui n'a pas levé autant qu'on pensait.
Puis je me rappelle, entre autres, d'une réplique la dernière fois que pendant tout l'été, j'ai cherché en me disant, là, je vais la dire autrement. C'est peut-être mon ton, peut-être mon intention n'est pas claire. Puis elle ne levait pas. Elle levait pas, cette réplique. C'est ça. Quand ça arrive sur une, on n'est pas trop inquiet. C'est ça. C'est quand c'est 90 des Ouais, répliques, là, on peut se remettre en question. Inquiet, tout à fait. Tantôt, tu parlais de... Bon, tu as joué avec Myriam Breton, donc là, tu as la dirigée. Quand vient le temps de diriger, justement, des comédiens et des comédiennes avec qui tu as partagé la scène, donc pas nécessairement avec je dirais, cette perspective-là du metteur en scène, est-ce que c'est de redécouvrir un peu, parce que tu joues avec des comédiens et comédiennes que tu ne connaissais pas non plus. Donc, au niveau de direction, là, puis au niveau mise en scène, est-ce que c'est plus difficile de diriger quelqu'un qu'on connaît ou de diriger quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je pense que c'est des dimensions qui sont différentes. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais que par rapport à Myriam, j'ai déjà des images. Tu sais, j'ai déjà des intentions, des intonations, des manières de dire que je sais qu'elle est capable d'aller chercher, puis là, que je peux la diriger vers là dans sa manière de faire. Puis je pense que le fait qu'elle aussi me connaisse, que cette dimension-là, elle s'installe rapidement. Tu sais. Par contre, peut-être avec des gens qu'on connaît, il y a peut-être moins d'éléments de surprise parce que les surprises, on se les a vécues et on se les a fait beaucoup dans le travail de collaboration qu'on a vécu ensemble. Donc, il y a plus de découvertes avec un nouveau comédien. Il y a plus de découvertes avec des comédiens qu'on n'a pas côtoyés là, en amont. Ouais. Là, je parle au metteur en scène qui a déjà joué par le passé. Est-ce que, présentement, pour l'été qui s'en vient, tu aurais aimé jouer plutôt que de diriger? Est-ce que ça manque aux comédiens? Écoute, c'est une question bien intéressante. Puis je vais te dire que j'étais pas certain de vouloir rejouer. Pas à cause de l'expérience, là, j'adorais ça, mais avec l'âge, tranquillement, pas vite, l'apprentissage du texte devient un défi plus important, puis la nervosité qui est associée à ça aussi devient plus importante. Donc, la mise en scène, c'était vraiment quelque chose, c'était un rêve. Là, tu sais. Moi, quand Yves m'a contacté pour ça, c'était comme, c'était un rêve de faire ça. Et en fait, en remettant les pieds de cette manière-là dans le texte, après 2 semaines de travail, c'est comme redevenu possible. OK. Dans mon esprit, ça a comme fait OK. Mais j'ai toujours vu ça comme des dimensions du théâtre qui se nourrissent les unes les autres. Les vases communicants. Oui, puis je trouve ça, quand tu fais de la mise en scène, je trouve que tu nourris des personnes, puis eux autres aussi te nourrissent de choses. Puis là, quand tu joues, tu peux aller le rechercher d'une autre manière. Ouais. Là, on parle de nourriture, donc il va rester le public à aller se nourrir, en fait, de cette pièce-là, dans Tel et Diesel cet été. Fait que, Louis, je vous souhaite un sapristi de bel été. Have fun. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Génial. Fait on va continuer à vous laisser travailler, puis on verra le produit fini au courant de l'été. Merci beaucoup. Merci, Louis. Toujours dans l'univers créatif, on n'a pas rencontré de scénographe encore. Il y en a juste un qui travaille sur cette pièce-là, la pièce qui va jouer cet été au Théâtre Les Bâtisseurs de Montagne. Yves Kirouac, salut. Salut David. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi aussi. Oui. On est déjà avancé dans le processus de création de la pièce Dentelle Diesel. Dans ton rôle de scénographe, ça commence quand par rapport à une production, que ce soit pour Théâtre d'été ou autre, là? Ça commence très tôt. En fait, il faut que ça commence au tout début. Parce qu'il y a vraiment une gradation du travail qui se fait. Il y a un horaire, parce qu'il faut arriver à un produit fini. Et moi, dans mon cas, cette année, ça a commencé un petit peu même avant que le metteur en scène arrive, parce que là, on a eu la pandémie. Ouais. Donc, avec la pandémie, on a été obligé de retarder les choses, mais moi, je connaissais déjà la pièce parce que, on l'avait choisie préalablement avant. Et quand je lis une pièce, c'est un peu un réflexe. Moi, autant que je suis scénographe, je suis comédien, quand je lis un texte, je le vois des 2 façons, ce qui fait que je suis obligé de la relire. Mais effectivement, je commence par la lire et tout de suite, il y a un univers qui se crée. Parce que certains auteurs ne donneront aucune indication sur le décor.
ou très peu. D'autres, comme celui-là avec Jacques Diamant, où c'est très précis, il nous donne beaucoup d'indications dans la didascalie. Et puis, quand on lit le texte, on voit que au niveau des accessoires, on a besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on crée avec ça automatiquement. Moi, c'est pas rare que quand je vais lire le texte une deuxième fois, je m'installe avec mon texte, je tourne les pages, je souligne les accessoires, les éléments de décor. Mais faire un décor, c'est de créer l'univers éphémère qui est là, mais un univers d'une histoire qui va être racontée. Ouais. Donc, il faut être capable de nourrir le comédien, de nourrir le metteur en scène à la base aussi, lui suggérer des choses. On a un travail de collaboration qui commence là avec le metteur en scène. C'est quoi ta vision? Moi, souvent, je vais lui demander, résume-moi juste dans quelques phrases, qu'est-ce que ce serait le décor pour toi? Même des fois, je dis un mot, donne-moi un mot. Et avec ça, ce que je veux, c'est qu'il me donne le cœur de la pièce. Okay. On part de là. Vraiment, c'est la première intention, ça va être visuellement, avant que les comédiens ouvrent la bouche, on veut avoir un effet. Donc, c'est arrivé que je demande, donne-moi, en un mot, c'est quoi? Et le metteur en scène me regarde, déséquilibre. Ça donne quoi? Ça donne un décor avec une scène en pente où les comédiens sont dedans, ils ont de la misère à se tenir un peu, tu sais. Et ça part comme ça. Donc, moi, je pars comme ça. C'est les informations qui sont à l'intérieur. Et au fur et à mesure, là, j'ai une pile de papier à recycler un peu, une épaisseur comme ça, avec mon crayon. Et on commence à faire, on tire des traits, on tire des trucs, parce que je connais la salle, évidemment. Puis, dans ton expérience, est-ce plus simple pour toi de travailler avec un texte où il y a peu d'indications ou avec déjà une grosse liste d'épiceries, de dire, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de... Je te dirais que je m'adapte assez bien aux deux. Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup de problèmes dans les deux, parce que aussi, comme je disais, il y a le travail de collaboration avec le metteur en scène. Donc, j'ai toujours une indication, mais il y a des fois que, je dirais, la création, s'il n'y a rien, qu'il y a une page blanche, la création peut aussi être une page blanche à un certain moment. Ça m'est arrivé. Ouais. Où il n'y a rien qui sort. Il n'y en a pas d'idée. Bon, là, tu te mets à rechercher, tu penses un peu plus. Des fois, tu vas aller regarder des images, tu sais, pour voir, y a-tu quelque chose qui m'appelle, tu sais, Et tout à coup, oups! Là, tu vas avoir un filon, et là, tu pars. L'inspiration est là, puis là. Oui. Ouais. Donc, ça peut aller dans un décor totalement suggestif, minimaliste à la limite, ou aller dans un décor très réaliste. Au théâtre d'été, on va plus souvent être vers le réalisme. Parce que les pièces sont constituées plus dans les comme situations, ça. Comme nous autres cet été, ça le dit, c'est un chalet qui est retiré sur le bord d'un lac. Il n'y a pas vraiment d'autres chalets proches, mais c'est un vieux chalet bancal, un peu, tout est hétéroclite dedans. Et on a amené une nouvelle dimension avec Louis Côté, le metteur en scène, où à un moment donné, on s'est rendu compte, le chalet est trop petit pour les comédiens, finalement, pour la gang qui va arriver là. Et là, on a des meubles qui sont gros, on a beaucoup d'accessoires dans cette production-là. Puis déjà, en partant, au niveau de la première pratique, Louis a adopté une toute autre façon de travailler. Il les a laissés aller dans le décor à leur façon. Donc, ça a amené des chocs sur des meubles, des situations où est-ce qu'ils étaient tout pognés ensemble. Et finalement, on arrive au cœur de la pièce là-dedans. C'est qu'on a trop de monde, du monde qui ne devrait pas être là. Et finalement, l'espace est trop restreint pour tous ces protagonistes-là. Ça nous amène dans une dynamique. D'adaptation, évidemment, en fonction de... On est dedans. Puis tu parlais de négociation aussi tantôt un peu avec le metteur en scène, parce qu'évidemment, les demandes vont venir peut-être des comédiens, mais surtout, j'imagine, du metteur en scène en disant « j'aimerais ça que ci, ça, ça ». Est-ce que c'est un rôle ingrat d'être scénographe et des fois être obligé de dire « je voudrais bien, mais avec le temps qu'on a, avec le budget qu'on a, avec le respect de l'espace, avec tout ça ». Est-ce que, dans ton expérience de scénographie, tu as eu à vivre des déceptions ou à créer des déceptions? Parce que là, on a le décor, une maquette, là, puis un souvenir des Misérables qui était une conception assez particulière. D'où la maquette. Parce qu'effectivement, une fois que j'ai sorti le plan,
le dessin, le rendu en 3 dimensions. Bon, moi, je dessine à main levée. C'est pas toujours à l'échelle, mais comme Les Misérables, c'est à un moment donné, je me rendais compte que je pouvais faire beaucoup de dessins. Mais au final, l'idée générale était très difficile à rendre parce que si tu prends ça, c'est vraiment la largeur, c'est la scène, exactement la scène qu'on a ici, là, au studio Théâtre Paul Hébert. Mais tu vois, même la partie du trottoir ici a été rajoutée. Donc, je réalisais que pour le metteur en scène, c'est difficile de comprendre. Et j'y ai fait la maquette en lui disant, bien, mets-la à hauteur de tes yeux, comme le spectateur va l'avoir. Puis je dis, maintenant, tourne comme ça, tu vas voir selon l'endroit où tu vas être assis dans la salle. L'angle de vision que tu vas avoir. Et ça, par exemple, tu vois, c'est un décor où, si tu étais assis dans le coin à droite de la salle, tu n'as pas vu le même show que la personne qui est assise dans le coin à gauche de la salle, ni au centre. Donc, c'était un décor où tu avais des points de vue différents et ça pouvait teinter ta perception du show, ce qui était vraiment, pour moi, là, une grosse réussite créative là, à ce niveau-là. Parce que c'est là que l'appel à la création puis l'imagination, de ce que je comprends de ta job de scénographe, c'est le show, faut que tu le vois dans ta tête, même avant de commencer à visser des morceaux puis faire un escalier. Ah, tout à fait. Non, il faut vraiment que tu aies une vision complète, mais que tu valides cette vision-là avec ton metteur en scène pour arriver après ça à commencer le processus, comme je disais tantôt. Une fois que tu as décortiqué, une fois que les plans sont faits, là, il faut estimer aussi à peu près comment ça va coûter. C'est quoi les matériaux dont on dispose, les outils, tout ça, pour créer un univers comme ça. Et une fois que c'est fait, là, on commence à monter en salle de répétition. On monte déjà des éléments justement pour que les comédiens puissent pratiquer dedans, puis s'amuser, à développer leur personnage. Quand c'est avancé pas mal, assez souvent, on réussit à avoir la salle disponible. On reprend, on démonte tous les décors, on va les remonter sur la scène, mais là, pour cette fois-là, définitif, là, pour la période. Et là on va finir de monter les structures, on va finir de faire les patines, les finitions. On embarque aussi, moi, je fais la réflexion aussi un petit peu de l'éclairage dedans, parce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre à faire un peu de technique avec le temps. Donc, tu sais, comme un plateau comme Les Misérables, là, on amène d'autres éclairages. Tu vois, comme cet été, là, on va arriver avec des petites surprises aussi. Tu sais, on va avoir des façons d'éclairer qui vont amener une autre vision, une vision peut-être là, un peu plus cachée. On fait appel beaucoup plus aussi maintenant aux multimédias, donc projection, support avec PC, etc. Donc, on a ça, mais on a le son aussi. Tu sais, comme nous autres, là, ça se passe dans un chalet, sur le bord d'un lac. À un moment donné, ils sont dehors sur le quai, il va falloir entendre le lac. Ils sont dehors sur le bord du feu, à quel moment de la journée que ça se passe? C'est-tu le soir? C'est-tu le jour? Si c'est le jour, est-ce qu'on entend des oiseaux? Si c'est le soir, qu'est-ce qu'on va entendre? Le crépitement du feu qui doit se faire avec la lumière, tu sais. Il y a plein, il faut penser à tout. C'est ça, il faut avoir la vision la plus globale possible, parce qu'à partir du moment où là, les comédiens prennent possession de ton décor, il ne t'appartient plus vraiment. Donc, non, puis incidemment, moi je dis souvent que la scène, c'est un lieu sacré à partir du moment où il y a un décor dessus. Donc, cette scène-là, ce décor-là, cet univers-là appartient au metteur en scène et aux comédiens. Ça appartient pas à personne d'autre. Donc, quand un spectateur arrive, puis va tout bonnement comme ça, venir pour monter sur scène, un instant, c'est un lieu sacré ici, là. On va demander la permission. Et là, mais une fois qu'on demande la permission, oui, ça nous fait toujours plaisir d'amener les gens à montrer le décor, l'arrière du décor, les éclairages, puis tout. Oui, on est fiers du résultat rendu là aussi. Pour que les gens réalisent aussi, parce que quand on voit l'envers du décor, il y a des surprises des fois. Parce que c'est là que je voulais t'amener. Donc, tu parlais, tu dessines à main levée, tu vas faire tes croquis. Mais là, ça prend pas juste une capacité de dessinateur pour faire une scénographie. Il faut être quand même assez manuel, merci. Sans pour autant être obligé d'être manuel. Il faut avoir le souci de la construction. Il faut être capable de donner des indications
Dire, bien, pour la construction, par exemple, si je fais un 2 étages, bien, il faut que je sois en mesure de dire aux gens qui vont construire, bien, ça va prendre des supports à tels endroits, j'ai pensé à ça, la structure, on le ferait comme ça. Ça, c'est un exemple. Mais effectivement, il faut aussi avoir la compréhension un peu des éclairages, comme je disais tantôt, pour ne pas se ramasser avec de grandes zones d'ombre qui sont difficilement éclairables parce qu'on a une structure, on a un élément de décor qui vient bloquer l'éclairage. Donc, c'est tous des petits détails comme ça qu'il faut un peu se soucier et dont il faut avoir une connaissance, pas nécessairement une connaissance complète, comme je te disais, mais avoir une connaissance générale pour que ça fasse un tout intéressant. Fait qu'il n'y a rien de mieux qu'un Yves Kerouac pour avoir une belle vision globale de tout ça. Toi qui aimes autant être sur la scène que derrière la scène. Moi, les deux comblent parfaitement. Oui. J'ai développé les deux en parallèle, c'est super pour moi. Bien, c'est merveilleux dans le résultat que ça donne. Moi, je l'ai vécu avec toi pour Les Misérables. Ton travail est toujours admirable, alors je te félicite là-dessus. J'imagine que le gros du travail va commencer dans les prochaines semaines. Je termine la chambre de ma fille en fin de semaine. On commence les décors. Après ça, on tombe sur le théâtre. Bien, bravo pour ton implication, mon cher Yves. Je vous souhaite en fait une belle patine, une belle conception, un beau décor bien solide, puis beaucoup de plaisir cet été avec la pièce là, Dentelle et Diesel. Je t'assure que les gens vont adorer. Merci Yves. Merci beaucoup. Salut. Alors, c'était votre univers créatif. J'espère que vous avez apprécié le voyage dans la tête de Yves et dans la tête de Louis, bien sûr. Alors, on remarque que ce travail de mise en scène et de scénographie exige quand même beaucoup de travail avant d'obtenir le résultat final de la prestation des comédiens sur scène. Alors, on les remercie de leur générosité et on invite bien sûr les gens qui nous regardent à aller assister à cette pièce Dentelle et Diesel à l'été 2022. Merci et à la prochaine!